Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui devait malheureusement au début se produire au mois de mars et comme tout le monde le sait, excusez-moi, je viens d'ouvrir mon micro un peu tardivement, comme tout le monde le sait, la pandémie nous a empêché de publier notre cahier numéro 36 dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, quelques petites choses avant de commencer, avant que je passe la parole à Alain d'Horizon. La première, je vous demanderai d'excuser l'absence de William Naoum, notre président de l'Académie, qui malheureusement n'a pas pu être là et ce soir, malgré le fait qu'il se faisait un plaisir de participer à notre webinaire. Et enfin, je vous dis qu'il y a une possibilité de dialoguer avec nos différents intervenants en envoyant des questions et nous sélectionnerons, nous prendrons quelques questions à la fin de chaque thème pour répondre assez rapidement par le biais des intervenants concernés. Donc je laisse tout d'abord la parole à Alain d'Horizon. Bonjour à tous, voilà. Donc les entreprises de notre pays, et plus particulièrement les PME-ETI, qui sont à peu près au nombre de 150 000 environ, ont un besoin crucial de financement à moyen et long terme. De plus, l'épargne dans notre pays est surabondante et les investisseurs sont à la recherche de nouveaux produits citoyens, entre guillemets, tout en étant évidemment rentables et suffisamment sécurisés. En outre, les différents acteurs de l'économie et l'ensemble des citoyens sont sensibilisés depuis plusieurs années au respect de l'environnement, à la bonne gouvernance des entreprises et aux aspects sociaux, en particulier à la suite de la conférence de Paris de 2015, COP21. Des textes ont été publiés en France, la loi sur l'économie sociale et solidaire en 2014, la loi Pacte de 2019. En Europe, il y a eu le plan d'action de la Commission en 2018 qui met l'accent sur le financement de la croissance durable. Les grandes entreprises en France, comme dans nombre de pays, sont soumises à des règles de gestion et d'information strictes. C'est pour ces raisons principalement que j'avais suggéré au président de l'Académie, William Naoum, d'effectuer une étude débouchant sur un rapport intitulé, comme ses prédécesseurs, Cahier de l'Académie. Il a aussitôt donné son accord. Les travaux ont alors commencé et duré plusieurs mois, et se sont achevés à la fin de l'année 2019, avant la pandémie. Ils se sont matérialisés par le présent cahier numéro 36, dont la publication a été repoussée à la date d'aujourd'hui du fait de la Covid-19. Je remercie très vivement d'abord Nicolas Dufourcq qui nous avait parrainé cette manifestation et qui malheureusement ne peut pas intervenir, mais qui est largement représenté par Philippe Quinter. Je remercie évidemment l'ensemble des membres du groupe de travail et toutes les personnes auditionnées pour leur mobilisation et tout particulièrement les membres du comité de rédaction, sans oublier bien sûr nos intervenants d'aujourd'hui. Le cahier propose une démarche pragmatique en matière de responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, sur la base de procédures robustes et fiables, permettant aux entreprises de disposer d'outils de gestion facilitant leur pilotage et leur communication avec les tiers, et tout particulièrement leurs financeurs, les investisseurs responsables. Ce cahier ne préconise nullement des textes spécifiques contraignants pour les PME et les ETI, mais au contraire une démarche fondée sur le volontariat et les bonnes pratiques. À cette fin, ce cahier insiste sur le rôle important d'un tiers qu'on a appelé facilitateur, qui doit être un expert indépendant auprès de ces entreprises pour les accompagner dans cette mutation essentielle. L'expert comptable, par son action de proximité auprès des PME-ETI, est à même de jouer ce rôle. Le cahier comprend 3 chapitres. Les enjeux et les acteurs, puis ensuite les modalités de rapprochement entre l'investissement responsable des différents acteurs, et enfin l'apport d'une démarche RSE pour les PME-ETI. 9 propositions qui sont développées aux pages 106 à 108 et à l'annexe 5 constituent une démarche et un outil qui peut être obtenu par mail auprès du secrétariat du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.
Pour échanger sur la thématique de ce cahier, nous avons l'honneur et la joie de recueillir les témoignages de personnalités de très grandes compétences autour de 2 tables rondes. Donc la première, la RSE et les PME-ETI. La seconde, l'incidence de la Covid-19 sur ces mêmes entreprises. Notre conférence se terminera par des réflexions sur un nouvel outil comptable RSE qui pourrait déboucher sur la création d'un nouveau groupe de travail relatif à la conception de cet outil. Bonne conférence à tous. Alors, entamons tout de suite peut-être justement les premières questions qui se posent. Alors, en liaison d'ailleurs directe avec notre cahier, la première question que je poserai à Philippe Quinter, pourquoi et comment, selon vous, les PME-ETI seraient concernées par la RSE? Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors effectivement, cette question est centrale. On pourrait même peut-être dire, est-ce que les PME-ETI peuvent se désintéresser de la RSE? Alors on ne va pas laisser planer le suspense très longtemps. On va répondre à la question et on va donner quelques arguments. Réponse non, bien sûr. Les entreprises aujourd'hui, la simple recherche de la rentabilité, du profit à tout crin, ne fonctionne plus. On le voit à travers la loi Pacte, à travers tout un ensemble de dispositifs récents. Et pourtant, une entreprise doit être rentable pour se développer et vivre durablement. Mais aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, il faut faire du business différemment, avec d'autres facteurs. Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela. La première, c'est qu'une entreprise aujourd'hui doit faire face à des enjeux qui sont multiples. Le défi de la transition écologique et énergétique, donc tout ce qui a trait à la lutte contre le réchauffement climatique est juste central pour une entreprise. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il y a effectivement un basculement sur tout un ensemble de sujets, même si les entreprises aujourd'hui ont des difficultés pour s'y mettre opérationnellement, mais c'est important. Les changements sociétaux et la crise sanitaire a rappelé aussi que, au-delà de la rentabilité, il y avait d'autres éléments, d'autres critères qui rentraient en jeu et qui rentraient dans l'équation. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il y a tout un ensemble de faisceaux de réseau aujourd'hui qui, dans l'esprit des entreprises, qui intègrent la RSE à de la création de valeur multiple. On parle de la création des valeurs, donc c'est pas uniquement de la valeur financière. Tout ce qui a trait à l'innovation et au sens aussi, qui est juste central. Le sens qui est un élément aussi fondamental pour les salariés qui travaillent dans les entreprises. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a la poussée de tout un mouvement composé de citoyens, la Convention citoyenne pour le climat, qui est un sujet central, et avec notamment les préconisations et les recommandations qui ont été faites. Donc ça pèse lourdement dans la balance et ça rentre également dans l'équation. Et aussi le réveil écologique, donc vous savez le manifeste du réveil écologique qui a été signé par plus de 32 000 étudiants, qui recommande des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler demain. Donc ça va orienter aussi, je dirais, la réflexion de ces entreprises. Alors, pour tout un ensemble de ces raisons, oui, en fait, aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, de la start-up jusqu'à la très grande entreprise, et avec des problématiques très différentes, ne peut pas se désintéresser à la responsabilité, du moins aux actions qui composent la RSE, hein, quel que soit l'acronyme. C'est-à-dire mettre en œuvre des actions très concrètes en matière environnementale, sociale et liées au pilotage, à la gouvernance des entreprises, donc à la direction des entreprises. Donc là, il y a tout un bouquet de raisons qui font que. Merci Philippe pour cette audition de la BPI très sollicitée en ce moment. Alors un autre Philippe, pour les investisseurs également, Philippe Desfossés, si on vous pose la même question, quel est votre sentiment? Merci d'abord de me donner la parole. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Je l'aborderai sous un angle un peu différent. Je pense d'abord que les PME-ETI font depuis très longtemps attention à tout ce qu'on qualifie maintenant de RSE ou investissement responsable. Simplement, je le faisais d'une manière assez informelle et un peu à l'image de M. Jourdain, je le faisais sans en être nécessairement conscient. Maintenant, évidemment, on formalise tout ça parce qu'il y a des attentes qui viennent de ce qu'on appelle les parties prenantes des entreprises, qu'elles soient grandes, très grandes ou au contraire des PME-ETI. Alors ces parties prenantes, on va prendre les trois principales, les salariés,
les clients, les investisseurs. Les salariés, en fait, on observe que les jeunes qui rentrent dans les entreprises ont de plus en plus, parmi leurs critères de choix entre ces différentes entreprises, la façon dont elles prennent en compte, au sens large, les éléments qui entrent dans ce que l'on vient de décrire, à savoir la responsabilité sociale ou l'ESG. Et on les comprend parce que eux savent que la façon dont les entreprises prennent en compte ces enjeux bien déterminera le monde dans lequel ils vont vivre. On a évoqué le changement climatique, mais c'est aussi les problèmes d'équité, d'équilibre aussi et de parité. Je n'insiste pas parce que c'est bien connu. Les clients, eux, maintenant sont quand même beaucoup plus à l'écoute aussi de ces thématiques. Ils ont aussi beaucoup plus facilement accès à l'information et à des comparatifs. Et on voit des initiatives fleurir maintenant qui tendent à, sinon inverser, du moins à modifier le rapport entre le consommateur et les entreprises. Je citerai une initiative comme C'est qui le patron, par exemple, qui a réussi à fédérer autour des consommateurs des énergies afin que ces consommateurs définissent une sorte de cahier des charges et puissent dire à des PME que si elles l'acceptaient, elles pourraient avoir un accès à un marché. Je pense notamment à tout ce qui s'est fait sur le lait, les œufs, secteur ô combien sensible de l'agroalimentaire. Enfin, il y a les investisseurs qui aussi, même s'ils ont d'abord fait peser leur vigilance sur les grandes entreprises, maintenant regarderont aussi sur les PME-ETI la manière dont celles-ci intègrent ces enjeux, ne serait-ce que parce que souvent ces investisseurs investissent pour le compte de tiers. Un fonds de pension investit, mais il investit toujours pour le compte de gens qui cotisent pour leur retraite. Et donc ces investisseurs, progressivement, se sont dotés eux-mêmes de politiques d'investissement responsable, et donc ils la répercutent sur d'abord les grands groupes, puis les grandes entreprises, et maintenant aussi sur les PME-ETI. Voilà. Enfin, juste en conclusion, de plus en plus d'entreprises ont aussi dans leur bilan, enfin leur valorisation incorpore de plus en plus un actif immatériel qui est une marque. Et une marque, ça prend beaucoup de temps à se construire et ça peut se détruire en très peu de temps, notamment sur des sujets comme ceux dont on vient de parler, à l'occasion de controverses. Donc je pense que les patrons de PME-ETI sont maintenant très très sensibilisés sur ces sujets. Merci Philippe. Je poserai donc la même question à Jean-Michel Mathieu, qui a participé, lui, à l'élaboration du cahier numéro 36. Donc pourquoi et comment, selon vous, les PME-ETI seraient concernées par la RSE? Merci Pierre. En fait, c'est vrai qu'en intégrant ce groupe de travail, et sans être un grand expert RSE, mais avec toute la bonne volonté du monde, j'ai été frappé par quelque chose. Je me suis dit, les considérations liées à la RSE sont souvent attribuées à tort aux grandes entreprises. Et on a rappelé finalement l'importance du monde PME-ETI dans notre territoire et à quel point les enjeux sont fondamentaux pour ces milliers d'entrepreneurs. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'obstacles. Les obstacles, c'est des PME qui ne sont pas assez structurées pour produire des indicateurs RSE fiables, un manque de temps, un manque de disponibilité du dirigeant, un scepticisme, vous savez, on a beaucoup parlé de greenwashing, un lien peu apparent, et ça a été aussi un autre challenge dans ce groupe de travail, entre finalement la démarche RSE et la performance économique qui en découle. Donc, où trouver les bons indicateurs, comment les fiabiliser, comment les justifier. Je me suis mis un petit peu, excusez-moi, c'est mon métier de consultant, mais à la place du patron de PME et ETI, et je me suis dit, avec peu de temps, comment je ferais. Et pour autant, il y a une étude BPI France Lab qui doit dater de 2018 et qui est très optimiste plutôt à ce niveau-là, puisqu'elle dit que 90% des dirigeants PME-ETI adhèrent à l'esprit RSE, ce qui est énorme. 80% d'entre eux se sentent responsables du bien-être de leurs salariés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, de la vie sociale locale, du respect de l'environnement.
Et 50% ont déjà engagé une démarche RSE, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est une raison d'espérer, et je dirais que avant tout, ce qu'on a ressenti à travers nos auditions, à travers nos débats, c'est que l'enjeu RSE, c'est une affaire de conviction des dirigeants. C'est véritablement une conviction qui va aboutir finalement à une différenciation sur le marché. On en a parlé tout à l'heure, différenciation, attractivité, image, tout ça c'est très important. Alors dernier point, parce que je ne peux pas y consacrer trop de temps, la communication c'est considéré effectivement comme un enjeu majeur. Ça veut dire que le dirigeant PME-ETI qui veut faire savoir, c'est pas uniquement savoir-faire, mais faire savoir sa conviction, il doit se baser quand même sur une réflexion sur son modèle d'affaires et puis sur des indicateurs qui soient fiables, qui soient solides, qui soient communicables. Et puis il n'y a pas de bonne communication finalement sans une véritable mise en pratique des principes RSE, parce que sinon c'est de l'habillage et c'est l'habillage de la mariée, mais ça ne suffit pas. Et les gens sont de plus en plus sceptiques, donc il faut se retrousser les manches. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors Marie-Cécile, donc, qui a travaillé également sur notre cahier, numéro 36, qui est expert comptable associé d'un grand cabinet. Quelle est votre position sur le sujet ? Je reprendrai la façon dont merci. Je reprendrai la question que Philippe Desfossés a détournée. Je détournerai la question en fait en disant pourquoi et comment les PME ne sont pas concernées par la RSE. On le voit sans anticiper la suivante table ronde, qu'en fait la capacité de résilience des entreprises dépend des démarches RSE. Ce n'est pas scientifiquement démontré, mais il y a une corrélation entre le fait d'avoir initié une démarche RSE et le fait de pouvoir résister aux chocs économiques. Les PME, en fait, et les TPE, les ETI aussi, sont prises au-delà des chocs sanitaires et économiques dans un étau qui est soit le réglementaire, soit leur donneur d'ordre, qui sont de plus ou moins grandes entreprises, mais qui, dans le contexte sociétal et environnemental, face aux difficultés liées au climat, donc les contraignent à effectivement regarder leur processus, regarder leur projet d'entreprise et voir dans quelle mesure, dans leur démarche, ils s'inscrivent dans ce nouvel environnement. Effectivement, dans les entreprises que l'on accompagne, on voit que les chefs d'entreprise ont déjà fait des choses qui ne les relient pas forcément à une démarche RSE, mais parce que les démarches qu'ils mettent en œuvre, en fait, sont nécessaires à la pérennisation de l'entreprise et à une meilleure résilience à long terme. Donc elles ont besoin de ces démarches, à la fois pour le court terme, pour conserver leurs clients, pour trouver de nouvelles sources de financement, puisque les exigences des investisseurs responsables vont leur permettre d'accéder à de nouvelles sources de financement. Et je reprendrai votre propos, Jean-Michel, qui est de dire que ce qui est essentiel, c'est la communication, mais cette communication doit se faire de façon structurée, que le dirigeant doit avoir une conviction, mais il doit être informé, il doit s'informer, être informé, et pouvoir avoir un accompagnement de qualité adapté et pertinent par rapport à la taille de l'entreprise, à l'investissement que lui-même peut faire, et à la façon dont il voit son projet d'entreprise, mais qu'il doit décliner au regard de ce nouvel environnement qui de toute façon se dessine depuis déjà un moment. Donc il doit revoir ses processus, son projet, mais effectivement il ne doit pas le faire tout seul parce que quand on voit l'ampleur des sujets qu'il faudra adresser, on peut effectivement se décourager. Donc il faut un accompagnement sur le long terme qui soit circonstancié et de qualité. Merci beaucoup Marie-Cécile. Alors Monsieur Lichamung, quelle est la position de la Banque de France sur ce sujet ? Bonjour à tous et merci pour votre invitation pour participer à cet échange qui est vraiment d'actualité et c'est très intéressant aussi pour notre propre diagnostic. Déjà, je reviendrai sur deux éléments qui ont été évoqués par les interventions précédentes. Le premier, c'est quelque chose qui est apparu au travers de tous les discours précédents, qui est que en fait, nous sommes maintenant dans un moment où il y a une demande à la fois sociétale, mais également économique, d'évoluer vers un modèle
un modèle économique soutenable à long terme. Et cette demande, elle est de plus en plus forte, elle nécessite d'être accompagnée notamment par l'action des autorités monétaires dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire. Et ça, de ce point de vue, c'est un diagnostic qui est tout à fait soutenu du côté de la Banque de France et même du point de vue de l'eurosystème, puisque il y a actuellement une réflexion très forte pour essayer de voir comment la politique monétaire peut intégrer de manière plus explicite et plus efficace les critères de durabilité des financements à l'économie, et notamment s'agissant des créances privées des entreprises qui sont, comme vous le savez, également un élément important de la politique monétaire via le collatéral. Le deuxième point qui a été évoqué et qui me semble aussi important et que nous soutenons beaucoup, c'est l'idée d'accompagnement. Il a été évoqué à plusieurs reprises que non seulement la demande était forte, mais elle était aussi très hétérogène et pas structurée. Je pense qu'en effet, nous sommes arrivés à un moment où il y a besoin de structurer cette demande et d'accompagner par différentes initiatives auxquelles nous contribuons tous les uns et les autres sous différentes formes. S'agissant de l'accompagnement des entreprises, c'est une des missions d'intérêt public que la banque exerce également dans le cadre de ses activités, et notamment l'accompagnement des entreprises et la cotation. Donc ce sont des points sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Bichetung. Alors simplement, vous connaissez les contraintes de notre webinaire, donc je vous demande, si possible, d'aller un tout petit peu plus vite dans vos réponses. Merci encore. Et donc la deuxième question, je la pose à Marie-Cécile. Dans quelle mesure la RSE peut-elle contribuer à la performance des PME-ETI ? Je reprendrai les propos du rapport de Patrick de Rocambourg qui répondait à une mission que lui avait confiée Bruno Le Maire. Il reconnaît une corrélation positive entre la prise en compte des critères ESG et la performance financière sans pour autant qu'on puisse démontrer, je dirais scientifiquement, un lien de causalité. Donc il n'y a pas que intuitivement, mais une série d'études, que ce soit France Stratégie en 2016, que ce soit le Boston Consulting Group ou encore l'étude de Bloomberg juste avant la crise financière, montrent qu'il y a autour de la RSE une performance à trouver. Une performance à trouver parce que dans la démarche RSE, je dirais qu'il y a deux volets. Je dirais qu'il y a d'abord une démarche de maîtrise des risques qui est importante et qui rassure, qui crée de la confiance envers l'environnement, dans la mesure où on communique aussi de manière structurée auprès de cet environnement. Et je dirais qu'il y a la possibilité de trouver un moyen de faire adhérer les parties prenantes au projet d'entreprise avec une importance toute particulière que l'on accorde, je trouve, aujourd'hui dans ces entreprises qui se questionnent, même depuis longtemps, aux parties prenantes que sont les salariés. Certes, les investisseurs ne sont pas à négliger, mais les salariés, l'humain, est vraiment au cœur d'entreprises, même on a pu le constater dans des missions d'OTI, même dans des entreprises de BTP, eh bien, l'un des éléments clés, c'est les talents. C'est comment garder les talents, comment avoir des gens qui vont pouvoir porter les valeurs de l'entreprise et qui vont pouvoir les porter de la bonne façon. Donc cet aspect humain est extrêmement important. Ça va à l'encontre effectivement de la rentabilité à tout crin, qui est peut-être une vision court-termiste et qui est une tendance sociétale, mais ce sont les hommes qui font aussi les entreprises. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Quelle est la vision des conseillers, Jean-Michel ? Je rejoins Marie-Cécile. C'est vrai que l'adoption d'une démarche RSE, c'est un vrai facteur de motivation pour l'entreprise et ses salariés. Et ces salariés qui se voient associés à une démarche qui est vertueuse. Et ça, c'est un facteur d'attractivité, de talent, de rétention de bonnes personnes qui vont contribuer au succès de l'entreprise. Pour autant, je suis aussi d'accord avec le fait que ce n'est pas toujours facile de corréler cela directement à la performance, investissement RSE et performance. On a cherché des chiffres qui parleraient pour démontrer par A plus B que, mais
et c'est un peu le bémol de l'enquête que je citais tout à l'heure, il n'y a que 25% des dirigeants interrogés qui voient dans la RSE un facteur de compétitivité. Et là aussi, c'est un peu la limite de l'exercice, mais il ne faut pas pour autant baisser les bras. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour une PME ou un ETI à adopter une démarche RSE, déjà parce que ça lui permettra de revisiter ses processus opérationnels dans un but d'une meilleure efficacité. Ça va pérenniser la création de valeur. On va réfléchir sur les politiques d'achat, on va réfléchir sur les politiques de production, on va faire de la lutte anti-gaspillage, on va faire de la réduction de déchets, on va faire des économies d'énergie, on va conquérir de nouveaux marchés en s'adressant à des consommateurs responsables. Et puis on va améliorer le modèle de management avec une meilleure motivation des collaborateurs, d'où une baisse de l'absentéisme, tous indicateurs qui sont scrutés par les investisseurs responsables. Je rajouterai meilleure résilience, bien sûr. On parle plus maintenant de résilience que de continuité d'activité, confère Covid. Et puis la maîtrise des risques dont parlait Marie-Cécile, elle est très importante. On a fait il y a dans le petit ouvrage qu'on publie des tableaux qui sont assez illustratifs, notamment en page 84, je l'ai noté cette page, sur les enjeux, les risques, la vie de l'entreprise et comment intégrer cette politique. Et je dirais une dernière vertu de tout ça, la mixité homme-femme dans les organes de direction, ce sont des entreprises qui ne peuvent être que performantes en respectant cette mixité. Merci beaucoup, Jean-Michel. Qu'en pense la Banque de France ? Merci. Peut-être 2 points, je pense, sont peut-être utiles à souligner de mon côté. Le premier point, c'est par rapport à l'absence, ou en tout cas la faiblesse du lien entre performance et RSE. Alors c'est vrai que la littérature est peu conclusive pour l'instant, avec des résultats qui sont mitigés lorsque des analyses sont faites de manière plus favorable et sont généralement limitées à certains secteurs ou à certaines niches ou certains modèles d'affaires. Mais cela étant, je pense qu'on ne peut pas non plus complètement renverser la charge de la preuve. Il me semble que l'absence de données fait aussi qu'on ait peu d'évidence sur la robustesse de ce lien. Donc je pense qu'une première action, c'est plutôt d'encourager le partage et le développement d'indicateurs, de collecte de données, pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation, une acculturation à l'univers de la RSE avec la constitution de données qui permettront d'avoir des analyses beaucoup plus robustes. Le deuxième point, c'est sur l'évolution du marché. Il me semble que là, d'un point de vue plus économique, et notamment lorsqu'on se projette en termes de demande, je disais tout à l'heure qu'il y a une demande qui est forte dans la société pour une démarche RSE, et cette demande, elle s'adresse aussi à l'offre de services et de biens que les PME produisent. Voilà. Donc, à partir du moment où cette demande se constitue, les PME aussi doivent suivre la structuration de ce marché, et c'est plutôt un élément qui me semble aller plutôt dans le bon sens, et au contraire, on parlait tout à l'heure de compétitivité. Ce qui est intéressant, notamment lorsqu'on regarde les quelques études qui existent sur le sujet, c'est que généralement, on voit qu'il y a plutôt un lien qui est positif entre la RSE et la recherche et développement dans les entreprises. Et ça, c'est un point qui est important, parce que ça veut dire que celles qui investissent beaucoup dans la RSE sont aussi celles qui investissent beaucoup dans l'innovation. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est un enjeu très important pour les entreprises de participer de cette innovation, parce qu'on sait très bien que derrière ces enjeux d'innovation, il y a ensuite des enjeux de compétitivité et de structuration de nouveaux marchés auxquels elles doivent participer. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Philippe Quinter, la BPI connaît bien les PME ETI. Donc, dans quelle mesure la RSE peut-elle contribuer à la performance de ces PME ETI ?
Alors, c'est une question qu'on nous pose énormément, notamment les investisseurs. En quoi, lorsqu'une entreprise mène des actions environnementales, sociales, comment ça joue sur la valeur intrinsèque de l'entreprise? Franchement, il n'y a pas de réponse. Je veux dire, ceux qui ont une réponse toute faite, je m'en méfie énormément. Néanmoins, il y a quand même eu des approches. Nous le savons tous, le rapport France Stratégie janvier 2016, 13% de performance globale supplémentaire. Les rapports de Goodwill Management, où il y a eu des centaines d'entités, associations, fédérations sportives, etc., qui ont été passées au crible, ont démontré ces choses. Donc, on voit le lien de connexion. J'ajouterais qu'effectivement, c'est très connecté au capital immatériel. Aujourd'hui, 60 à 80% des valorisations d'entreprises, c'est immatériel. Ce sont des actifs immatériels, la réputation, etc. C'est la fameuse phrase d'Henry Ford que tout le monde connaît. Les deux choses essentielles de l'entreprise, les hommes, les femmes et la réputation, n'apparaissent pas au bilan. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les meilleurs dirigeants que nous ayons vus en RSE, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce sont ceux qui acceptent à la fois les bénéfices au sens large, qualitatif et quantitatif. Et je terminerai par un exemple. Une ETI de 5000 personnes, un dirigeant qui vient d'être nommé, sa première mesure, c'est de changer les équipements de sécurité. Alors le board pouvait se poser des questions sur la qualité de celui qui vient d'être nommé, il avait tout compris en fait. Il avait parfaitement compris qu'en changeant les équipements de sécurité, les gens étaient plus fiers, il y avait un sentiment d'appartenance, les gens étaient plus efficaces sur les chantiers, représentaient la maison, en fait, qu'il employait. Donc là, ça se valorise tout ça. Et c'est extrêmement intéressant. Donc on voit très très bien effectivement que ce sont des leviers qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut accepter aussi le fait qu'on ne chiffre pas tout dans ce domaine. Merci beaucoup. Philippe Desfossés pour les investisseurs. Même un petit mot assez rapide pour répondre à la question. Oui, très rapidement, pour illustrer ce qui vient d'être dit sur les actifs immatériels. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais j'aimerais savoir quels représentent les actifs physiques d'Apple dans la valorisation d'Apple en bourse. Alors, sinon pour le sujet qui nous occupe de manière immédiate, moi je partirais plutôt des grandes entreprises, puisque c'est plutôt mon expérience. J'ai été aussi à l'advisory board de MSCI. Si vous regardez ce qui se passe pour les grandes entreprises et pour les indices qui prennent les grandes entreprises, en fait, lorsque vous mettez en œuvre une politique de sélection dite best in class, vous avez une surperformance. Pourquoi vous avez une surperformance? Parce que, on parle de RSE, moi je parlerai plutôt de ESG, vous allez regarder au risque et aborder la question du rapport rendement-risque avec un autre angle. Et notamment, par exemple, pour illustrer, pour une grande entreprise qui consomme pas mal d'énergie, comment va s'adapter mon business model, mon modèle d'affaires, à la contrainte d'un univers 1,5 degré ou 2 degrés maximum en 2050. Et quand vous faites ça, quand vous commencez à regarder les entreprises d'un même secteur avec cet angle de vue, vous allez voir que tous les managements, toutes les gouvernances des entreprises n'ont pas la même lucidité, la même volonté de traiter ce problème. Et je ne vois pas au nom de quoi il en irait différemment pour les PME ETI. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins exposés. J'ai pris le secteur de l'énergie, et vous avez des PME ETI aussi qui sont quand même très dépendantes des énergies fossiles. Alors, soit c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, et puis on verra bien, soit il y a une anticipation. Et ça, je veux dire, c'est aussi les investisseurs, c'est leur responsabilité, en tant que gérant pour le compte d'autrui, souvent, de voir s'ils se sont dotés des moyens d'apprécier la façon dont les entreprises dans lesquelles ils investissent prennent en compte ou pas ces différents éléments. Donc j'ai pris l'énergie, mais on pourrait en trouver d'autres. Merci beaucoup Philippe Desfossés pour cette vision. Alors là, je vais vous demander d'être extrêmement rapide parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Je voudrais donc juste en un mot, est-ce que vous pourriez me répondre à la question concrètement? Et donc, comme évoqué dans le cahier de l'Académie, le cahier numéro 36, pourrait-on développer, voire généraliser un outil opérationnel de mesure et de suivi de la performance des PME ETI selon des critères RSE? Et je commencerai par Philippe Quinter. Alors, il y a une pluralité d'outils qui existent déjà, je veux dire, on les connaît, mais la logique, ce n'est pas simplement l'outil.
Et je m'explique vraiment en quelques secondes. On ne s'intéresse aux choses qu'on mesure uniquement. L'exemple d'une très grande entreprise, je peux la citer parce qu'ils le disent fréquemment, c'est Schneider Electric, qui s'est intéressé à l'accidentologie du travail. En 3 ans, ils ont réduit 90% des accidents de travail. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. En revanche, il faut en faire un véritable projet d'entreprise, et j'insiste là-dessus, indépendamment de l'outil de mesure, parce que entre le déclaratif, le probatoire, etc., intégrant une dynamique au sein de l'entreprise avec les salariés, portée par la direction, mais en intégrant les salariés. Pourquoi ? Parce que le combat essentiel, c'est le niveau d'engagement des salariés. En France, aujourd'hui, le rapport Gallup, on a fait état, je pense que vous le connaissez, le niveau d'engagement des salariés est de 6% en France, on est à la tête du peloton, en queue de peloton, et on était à 9% en 2015, c'est-à-dire qu'on a perdu 3% dans l'espace de 3 ans. Aujourd'hui, les salariés français, en moyenne, excusez-moi l'expression, ont lâché le pédalier. Donc il faut remobiliser, ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de porter haut le projet d'entreprise RSE. Merci beaucoup. Très très vite, Philippe Desfossés en un mot. Alors, très rapidement, je pense que la comptabilité ne mesure pas tout, mais elle mesure déjà beaucoup. Alors, ce qui manque, c'est ce qu'on a évoqué, tous les aspects hors bilan qui devraient être réintroduits dans le bilan. Par exemple, il y a des passifs qui existent et qui ne sont pas pris en compte. J'en prendrai un parce que je pense qu'il va vous intéresser de plus en plus, c'est en fait l'optimisation fiscale qui conduit quand même certaines entreprises. Alors c'est peut-être moins vrai en France, mais quand vous êtes investisseur dans tous les pays, vous regardez ça attentivement, notamment aux États-Unis, il y a quand même des gens qui, s'ils étaient ramenés au taux normal, entre guillemets, de fiscalité, verraient leurs états changer profondément. Après, c'est pas par flagornerie, je pense que la comptabilité est porteuse d'énormément d'informations qui, pour l'instant, sont mal exploitées. C'est simplement un problème de renseignement, un peu comme quand on traite des ordres de bourse, eh bien, on peut attacher différents éléments d'information au traitement de cet ordre de bourse. Et je pense qu'à partir des flux comptables, si on sait les enrichir, on arrivera à se doter d'instruments beaucoup plus fiables. Merci beaucoup, Monsieur Vichatoum, pour la Banque de France. En quelques mots. Oui, alors 2 mots. Moi, je verrais plutôt le verre moitié plein. Je pense que l'effort doit porter surtout sur l'information extra-comptable, l'information extra-financière. C'est là où il y a besoin de développer le cadre statistique, analytique pour documenter un petit peu toutes ces données-là. Et puis l'autre axe sur lequel il faut qu'on agisse, c'est bien évidemment sur l'accompagnement des entreprises, en plus de ce cadre statistique. Merci beaucoup. Jean-Michel, en 3 mots. Ça va être difficile. En fait, je suis d'accord, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet qui mobilise le dirigeant. Il faut une réflexion préalable sur le modèle d'affaires, sur la mission de l'entreprise, sur ses enjeux, son écosystème, son marché. Et je dirais que dans notre groupe de travail, on a proposé un modèle en format Excel d'évaluation qui peut servir à de l'accompagnement, à l'autodiagnostic de l'évaluation. Un expert comptable, un conseiller peut se baser sur cet outil qui est basé en fait sur les capitaux tels que le décrit l'IRC, donc une grande institution de reporting intégrée que nous connaissons tous. Et je dirais que pour aller plus loin que ce questionnaire et cet accompagnement, je pense qu'un outil de mesure de la performance et de suivi de la performance qui serait basé effectivement sur des indicateurs comptables et financiers, auxquels on ajouterait des extras financiers, serait une bonne chose. Dieu merci. Et comme le disait Philippe Quinter, il y a de plus en plus d'outils sur le marché. Il y a des ERP qui permettent à la PME d'intégrer autre chose que de la comptable, mais aussi des indicateurs comme les kilomètres, les degrés, tout ce qui peut permettre les relevés d'index de se combiner à l'information financière. Et je crois qu'il y a un groupe de travail, je ne veux pas déflorer le sujet, qui devrait se créer sur justement... Tout à fait, Jean-Michel. Ça sera l'objet effectivement de la 3e partie. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Alors, un demi-mot. Alors, c'est déjà fait. Que vous dire, quand j'entends Jean-Michel, en fait, j'entends beaucoup la DPEF, qui était quand même une évolution importante dans la façon dont on a demandé aux entreprises de communiquer, mais là n'est pas le propos. Effectivement, aujourd'hui, on propose des outils d'autodiagnostic.
soit pour un avis ou des outils pour un avis d'expert. La solution n'est pas encore créée, on n'a pas la pierre de Rosette, on n'a pas l'outil universel. Néanmoins, il y a quelque chose certainement à trouver qui soit simple, pertinent et qui ne rajoute pas de complexité, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et qui soient accessibles et qui permettent la communication, surtout de bien communiquer sur son projet et les sous-jacents envers les tiers. Merci beaucoup à tous les 5. Je vous propose donc maintenant de passer à la deuxième table ronde. En quoi la Covid-19 change-t-elle la donne et en quoi la pandémie a-t-elle fragilisé les PME ETI? Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. La première table ronde s'est penchée sur les conditions qui permettraient aux PME de mieux contribuer à la transition sociale et écologique. Et la question était comment intéresser les entrepreneurs et les investisseurs à un dialogue constructif en vue d'un partenariat actif. Cette deuxième table ronde, la nôtre maintenant, a pour objet d'analyser l'effet du Covid-19 sur les chances d'un tel partenariat. Alors, moi j'évoquerai la question sous deux angles. En quoi et à quel point le Covid a-t-il fragilisé les PME? Et deuxièmement, comment remédier à cette fragilisation afin de permettre aux PME de sortir le moins mal possible de cette crise? Autrement dit, je ne vais pas traiter la question que vous venez d'évoquer, celle de l'investissement responsable et du comportement des entreprises en matière de transition à la fois sociale et écologique. Je vais me poser une question plus basique qui est, avant de faire des progrès dans la voie de l'investissement responsable et de la transition, il faut d'abord vivre, il faut subsister. Parce que si on est mort, le sujet est clos. Et l'ensemble des entreprises, et en particulier les PME, ont subi les effets du Covid à des degrés différents, selon la nature de leurs activités, leur sensibilité au confinement, fermeture discrétionnaire d'entreprises ou d'activités, etc. Mais dans la mesure où les PME présentent en général moins de résistance et aussi moins de réserves financières que les plus grandes structures, on peut s'attendre à ce que l'effet Covid joue proportionnellement davantage sur les PME. Certes, beaucoup de moyens ont été mis en œuvre pour assurer une liquidité immédiate, pour éviter des fermetures en cascade, particulièrement dans les secteurs les plus touchés. Et le soutien des pouvoirs publics a pris diverses formes. Il y a d'abord le chômage partiel qui a permis d'éviter des licenciements de masse en subventionnant le maintien des contrats de travail là où l'activité ne leur est pas normalement justifiée. C'est une source majeure d'augmentation du déficit budgétaire. Les prêts garantis, d'autre part, ont permis aux entreprises de conserver l'accès au crédit, les banques bénéficiant d'une garantie à 90% des engagements pris. Et il y a les reports d'échéances fiscales et sociales. L'effort global a été considérable et a aussi impliqué une pluralité de mesures, dont la levée temporaire des règles du plan européen de stabilité et de croissance, une révision des réglementations bancaires et de l'usage des subventions publiques. Mais le Covid, comme on le voit encore plus depuis quelques jours, n'a pas rendu les armes. D'où la nécessité d'examiner la question d'une manière plus à long terme. Comment remédier à cette fragilisation des PME pour leur permettre de sortir de la crise? N'oublions pas que ce sont les PME qui créent l'emploi dans notre pays. Or, l'endettement accordé dans la première phase post-Covid ne règle pas tout.
Certaines entreprises pourront certes rebondir et faire la soudure avec la reprise, mais beaucoup continueront, à des degrés divers, d'être affectés par le ralentissement de leur activité. Ralentissement probablement plus durable et plus diffus que certains ne l'avaient prédit. Elles risquent de voir leur situation financière dégradée du fait des pertes d'exploitation non recouvrables et de ratios d'endettement trop élevés. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Un grand nombre de PME ne pourront pas retrouver assez tôt un niveau d'activité suffisant pour leur permettre de servir leurs dettes passées et aussi les dettes supplémentaires qui les ont aidés dans la première partie du post-Covid. Que faire? Laisser s'accumuler les défauts face aux pertes constatées, ce serait la pire des solutions, car elle enfoncerait un grand nombre de PME dans la faillite et les licenciements. Et cela parce que l'aide initiale a été octroyée, comme c'était inévitable, sous forme de dette, et parce que les perspectives de rebond économique rapide ont été trop optimistes. Il faut donc désormais passer à la dimension fonds propres du problème. Des propositions ont été avancées en ce domaine. J'en citerai une, les prêts participatifs avec support de l'État. Ces prêts seraient en fait des quasi-fonds propres. Une durée en principe de 10 ans, ils auraient l'avantage de permettre aux PME de rembourser l'excès de leur endettement court, qui va les étrangler, et d'être assimilés à des fonds propres. Un fonds spécifique serait créé, qui serait géré par la BPI, à mon avis. Les actions seraient souscrites majoritairement par les investisseurs du secteur privé, comme l'assurance, les banques, les asset managers, et en seconde ligne par l'État. L'analyse des candidats serait effectuée par la BPI, avec le soutien de la Banque de France. Il est souhaitable qu'une initiative de ce type soit très rapidement mise en œuvre. Elle a été décidée à hauteur de 20 milliards, et quand j'écrivais mon papier, ça n'était pas encore acté, et donc c'est une bonne chose. Je finirai par 3 remarques très brèves. La première, c'est qu'il faut se méfier des solutions entièrement axées sur la dette. Parce que la dette, c'est très bien dans l'immédiat, mais c'est toujours l'annonce de problèmes futurs. L'accroissement de la dette aujourd'hui constituée n'est, à mon avis, pas compatible avec les capacités financières de nombreuses petites et moyennes entreprises. Deuxième observation. Les crédits bancaires constituent en France 63% de l'encours de financement de nos sociétés non financières, c'est-à-dire des entreprises. Ce qui est comparativement très élevé à l'égard de nos concurrents en Europe. En période de taux zéro, ce mode de financement peut fonctionner, certes, mais que se passera-t-il le jour où les taux d'intérêt viendraient à augmenter? La France est le pays où l'endettement des sociétés non financières est le plus élevé du monde. Troisième et finale observation, la monétisation par les banques centrales des obligations publiques émises pour soutenir l'économie ne saurait être illimitée. Un jour, ce seront les agents économiques qui auront à faire face au problème. Ceux qui auront des fonds propres ce jour-là et des ratios de dette plus modérés seront les gagnants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques de la Rosière, pour cette position éminemment intéressante. Jean-Pierre Moreau, donc je repose la question, en quoi la Covid-19 change-t-elle la donne et en quoi la pandémie a-t-elle fragilisé les PME ETI? Déjà, comment intervenir après le gouverneur, un exposé aussi brillant et clair. Moi, je vais faire un petit mot aussi pour les gens qui nous ont peut-être rejoints en cours. J'ai noté, je voulais vous féliciter pour l'organisation, puisqu'il y a plus de 250 personnes
qui suivent. Il y a le choix du thème et puis il y a la période, c'est la question que vous nous posez. Je me bornerai peut-être, dans la suite du propos du gouverneur de la Rosière, de donner quelques indications, peut-être un peu triviales. Toutes les entreprises n'empruntent pas à zéro. Les émissions obligataires de haut côté, avec une lisibilité des comptes relativement claire, qui donne un collatéral relativement sérieux, sur 5 ans, empruntent communément à 5%. Sur le marché des crédits à Londres, les mêmes entreprises françaises, européennes, à taux variable, empruntent en gros à 4,5% et pour les montants colossaux. Donc tout n'est pas gratuit. Donc je vais déjà préciser ce point-là. Deuxième point, effectivement, moi je retiens pour les entreprises, je vais dire un petit mot rapide, des entreprises, des investisseurs et les marchés, parce que finalement c'est un petit peu les éléments de la même chose. Les entreprises, d'évidence, ce sont des besoins de fonds propres pour toutes les raisons évoquées, pour tenir sur la durée déjà. Mais je voulais rebondir sur un des points évoqués tout à l'heure, c'est la définition du capital humain dans sa formation, dans sa capacité, la capacité que les entreprises peuvent avoir sur la durée à garder des compétences. Et c'est vrai dans un certain nombre de secteurs très pointus, mais des secteurs qui peuvent nous sembler beaucoup plus ordinaires. Il y a des vraies richesses pour des gens formés qui connaissent les cultures de l'entreprise et qui savent le développer. Donc, on développera peut-être dans les points suivants les différentes formes de réaction. Pour dire un mot des investisseurs, on a tous vu que les particuliers étaient très focalisés sur un besoin d'épargne, donc ils vont vers la caisse d'épargne, ils vont vers l'assurance vie. J'ai compris que certains assureurs vie n'avaient pas forcément une grande appétence à recueillir trop de fonds qui diluent les rendements déjà maigres qu'ils peuvent offrir, c'est un vrai problème. Mais pour regarder les gros acteurs classiques, dont on parle beaucoup, les investisseurs institutionnels, leurs moyens sont très érodés. Déjà, le niveau des taux très faible ne donne pas beaucoup de marge aux compagnies d'assurance. Je ne parle pas de l'évolution de la sinistralité, mais la volatilité des marchés, dans le contexte économique que l'on connaît, donne, puisque un des éléments importants, c'est la mesure du risque global du portefeuille, même si les engagements passifs restent un peu longs, peu de part aux actions, aux cotés ou aux non-cotés, et le côté dont on parle moins, parce qu'on n'a pas le cours là forcément immédiat sous les yeux, est souvent relativement sinistré. Donc l'appétence des institutionnels sur ce sujet est mesurée par la prudence qu'ils peuvent avoir et déjà l'évaluation qu'il y a à faire dans leur portefeuille. Les problèmes de trésorerie, alors je ne parle pas des aspects réglementaires qui seraient un dada sur lequel vous n'avez pas lancé sur IFRS 9 ou l'IS 7 ou solvabilité 2, etc., qui encadrent pour les raisons de principe simples et saines les placements, mais même beaucoup de complications pratiques. Beaucoup d'institutions ont des problèmes de trésorerie. Les caisses de retraite, on le savait au printemps, la JR Carco, on évoquait les besoins de 8,5 milliards. Ça ne s'est pas amélioré depuis. Pourquoi les besoins de trésorerie? Pourquoi la nécessité de vendre son portefeuille? Simplement parce qu'on continue tout simplement à payer les retraites, à faire face à ses engagements, et il n'y a aucune rentrée. Pareil pour les caisses de profession libérale. Donc ça peut durer un certain temps. Donc, pour l'instant, ça a été des reports de cotisation, mais à un moment ou à un autre, est-ce qu'on peut passer l'éponge à un moment ou à un autre? Juste pour information, je ne trahis pas un secret, la JR Carco a dû mobiliser une partie de ses portefeuilles dans des OPCVM. Ça leur a coûté en gros 50 centimes, et alors que le prix de l'argent pour les banques leur donne normalement une belle marge là-dessus. Je ferme ma parenthèse. Un petit point sur les marchés, parce qu'il y a un élément de fond. On fait tous des économies et c'est souhaitable. J'ai parlé trop longtemps, donc il y a une autocensure qui intervient automatiquement. Félicitations. Un mot très rapide. On voit quand même depuis 2 ou 3 ans, et ce n'est pas un phénomène nouveau,
la gestion dite passive, c'est-à-dire le développement d'ETF qui joue globalement le marché se développer, au motif notamment qu'elle est très bon marché, mais on voit surtout la gestion active, et on pourra revenir éventuellement là-dessus, en forte difficulté, parce que le marché fonctionne un peu, les investisseurs c'est un peu on-off, Covid, pas Covid, donc on achète, on vend, et on fait tourner très vite les portefeuilles, ce qui ne permet pas de maintenir effectivement des actifs d'une manière facile. Et en amont de tout ça, et en lien avec tout ça, on a un déficit d'analyse financière indépendante. Et ça, si on veut regarder les PME, les ETI, on va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est un élément important, un effet pervers de MiFID 2 sur lequel il faudra se pencher. Merci beaucoup Jean-Pierre Moreau. Monsieur Christian Siganer, quelle est votre position, vous, sur le sujet? Bonjour à tous, je voulais déjà vous remercier d'être là. Je voulais vous dire aujourd'hui que je vais peut-être sortir un petit peu du discours académique pour parler dans cette crise de la situation de certains secteurs et de la chance que cette situation générée par le Covid peut permettre d'apporter auprès des hommes et des femmes qui sont l'essentiel aujourd'hui des entreprises, parce que ne l'oublions pas, dans une entreprise, le rôle de l'entreprise, elle est effectivement dans le domaine économique d'apporter une contribution, mais également elle est porteuse d'énormément d'espoir et de travail, ce qui est aujourd'hui quelque chose de très particulier puisque tout le monde se pose des grosses questions sur l'avenir. Dans ce contexte-là, je pense qu'on peut souligner qu'il y a certains secteurs qui fonctionnent et qui montrent leur résilience, notamment l'informatique, le commerce, le médical, tout ce qui touche la santé. Et on voit dans ce cadre-là des initiatives, je pourrais en citer deux notamment, celle de la Maïf par exemple, qui a pris un tournant vers une entreprise dite une entreprise qui a aujourd'hui une vocation et qui va au-delà de ses propres contraintes financières pour faire un pas en avant vers les individus. Et j'écoutais ce matin le président du groupe RTL qui annonce que compte tenu de la situation, il allait essayer de mettre en place un plan assez fort d'embauche dans les 6 mois qui viennent. Je pense qu'il faut saluer ces initiatives. C'est vrai que le Covid aujourd'hui pose d'énormes problèmes, mais d'un autre côté, le Covid est une chance pour créer cette vraie dynamique autour de la responsabilité sociale des entreprises. Je dis bien sociale, c'est vrai qu'environnemental est important, mais je pense que face à la situation que nous traversons aujourd'hui, face aux contraintes et je dirais à la situation qu'elle va générer par rapport à des populations aujourd'hui qui se trouvent dans une situation de chômage, qui sont inquiètes, je pense que l'entreprise a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus important que si l'entreprise aujourd'hui, et notamment les PME et les ETI, n'assument pas ce rôle, nous risquons d'avoir des mouvements sociaux et politiques qui pourraient être très préjudiciables à l'ensemble des pays concernés. Et je pense que ce rapport et cette étude qui avait été lancée avant la crise finalement est tombée un peu face à une situation où l'ensemble des préconisations et l'ensemble des éléments qui sont soulevés à l'intérieur de ce rapport trouvent tous leurs effets face à la crise du Covid aujourd'hui. Et je pense que les PME, dans ce cadre-là, dans leurs implantations locales et régionales, ont beaucoup de choses à faire. Je sais que c'est très très difficile pour les chefs d'entreprise qui sont confrontés à énormément de problématiques, qui soient des problématiques, je dirais, de fabrication, des problématiques d'approvisionnement, des problématiques de paiement. Mais d'un autre côté, je pense que les entreprises ont un vrai rôle à jouer aujourd'hui. On ne sortira pas de cette crise indemne si les entreprises, et notamment les PME et les ETI, n'assument pas leurs responsabilités sociales et environnementales. Et je pense que c'est une chance pour faire émerger ce type de concept qui reste très abstrait pour un certain nombre de patrons, dans un contexte qui est un contexte particulièrement difficile. Merci beaucoup. Qu'en pense l'AMF, le régulateur, avec Florence Pribret? Oui, bonsoir, merci de me poser la question. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites au niveau des sociétés PME cotées. Il n'a pas été relevé à ce stade de défauts importants, évidemment, du fait de tout ce qui a été
décrits et des plans de soutien et d'aide. Évidemment, la question est comment rembourser ou transformer tout à fait et de sortir sans doute d'un cercle d'émission de dette pour trouver effectivement des solutions en capitaux propres. Ce qu'on peut dire simplement, ce qu'on a observé, c'est que c'était une sorte de test grandeur nature sur la résilience, la durabilité des business models, avec la Covid-19 comme une forme de catalyseur des difficultés financières qui sont accrues avec la baisse de la demande, la baisse de l'activité, la difficulté à obtenir ces règlements. Alors, sur les difficultés financières, il y a eu les mesures gouvernementales, mais il y a eu aussi des difficultés plus importantes sur la dépendance à d'autres acteurs, pour l'accès effectivement aux matières, aux process. Et j'allais dire, la dépendance, ça a été largement développé dans la première table ronde, mais un acteur central de l'entreprise qui est le salarié, avec tout le questionnement de la sécurité et la santé au travail, le questionnement aussi sur le télétravail et de nouvelles formes de travail qui se situent dans un contexte où, comme cela a été dit, l'engagement des salariés n'est pas toujours là, et sans doute catalyseur des difficultés préexistantes ou peut-être aussi naissance d'une opportunité. Je pense que ça, c'est plutôt la seconde question, donc je m'arrêterai là sur l'aspect en quoi la pandémie fragilise, et sur un terrain fragile, évidemment, une crise fragilise encore plus. Merci beaucoup. Passons donc directement à la deuxième question. Je vous demanderai là encore une fois d'être très concis, car on a tendance à déborder un petit peu au niveau horaire. Donc, comment la prise en compte des critères RSE peut-elle aider à résoudre la crise, en particulier pour ce qui concerne les PME ETI? Alors, j'interrogerai tout d'abord Jean-Pierre Moreau. Je passe. Je passe. Oui, très bien, merci. Alors, moi je crois que la crise est un... La crise est un accélérateur aussi, il y a des éléments positifs. Moi, je voulais rappeler que du côté des sociétés de gestion de longue date, on a intégré ces éléments de RSE, de ESG, d'ISR. Bon, il y a beaucoup de vocables. Il y a beaucoup de labels qui se cherchent, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut affiner. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sujet qui est quand même pris en compte par les investisseurs institutionnels et de mieux en mieux par les particuliers. Il y a une réelle demande depuis un certain temps. Alors, c'est un accélérateur sur les points que vous avez évoqués, Florence, sur la prise en compte de l'humain qui a besoin d'être formé. On voit les difficultés aujourd'hui pour les étudiants à trouver des stages, à maintenir des cours de formation professionnelle. Alors, c'est un sujet sur lequel le législateur a fait quand même avancer le jeu d'une manière importante. Néanmoins, les nouveaux outils doivent être mis en place, et là, ce sont des éléments de cohésion de la société. Alors, moi, je vois pour les entreprises, dire un mot, c'est pour les personnels, mais il y a aussi une prise de conscience en amont et en aval des fournisseurs et des clients. Donc la façon dont on travaille, je crois, ne sera plus jamais regardé de la même manière. Alors, il y a les questions un peu compliquées du quotidien dans de nombreux groupes du télétravail. Il y a un certain nombre d'essais qui sont en train de se faire, plus ou moins réussis selon les groupes. Moi, je notais, avec un défaut de pessimisme de nature, que dans beaucoup de groupes qui étaient très inquiets avant de lancer le télétravail en mars, il y a eu plutôt de très bonnes surprises. Beaucoup de personnes qui avaient à accomplir leurs tâches en télétravail ont donné le meilleur d'elles-mêmes, on voulait montrer qu'elle était efficace. Est-ce que ça durera sur la durée? Est-ce qu'on pourra continuer à organiser, à échanger de manière aussi libre? Évidemment, on se pose d'autres questions, mais je trouve que c'est plutôt positif.
Moi, je regarde aussi du côté des particuliers, parce que moi, je vais plutôt dire un mot des investisseurs. C'est quand même eux qui, dans le creux du marché, en mars, ont fait des investissements sur les actions cotées. Ils ont réagi de manière générale plus rapide, plus franchement, plus clairement que les institutionnels, un peu pris dans ces filets réglementaires dont on parlait tout à l'heure, et qui sont des outils lourds, croyez-moi. Ce que je retiens, c'est que les assureurs, alors je discutais, je sais, alors je voulais saluer nos amis de G2R, la mondiale, je discutais ce matin avec une responsable qui, je crois, est en ligne, et qu'elle me disait, dans les réseaux de l'assureur, les PME marchaient relativement bien. Ceci dit, là aussi, l'important de l'humain, c'est la formation des réseaux, parce que les réseaux ont aussi des devoirs de responsabilité, donc de bonne compréhension de ce qu'ils font. Donc oui, il y a des efforts importants à différents niveaux. Moi, je notais aussi que les différentes recommandations de l'AMF sur ces sujets étaient d'une manière mieux comprises, mieux intégrées par les gérants. Ce sont des éléments qui viennent plus naturellement, bien sûr, parce que c'est la suite d'un travail de longue haleine, mais il y a une prise, il y a un certain nombre de sujets qui actuellement, je crois, décantent relativement bien. Et puis je voulais noter, parce que vous ne l'avez peut-être pas tous lu encore, l'accord de place du 19 octobre dernier, accord de place pour la création d'un label relance. Alors je ne l'avais pas tout très bien noté, je ne sais pas que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était ministre de l'économie, des finances et de la relance, donc soulignons ce point-là. Donc avec Alain Griset, ils ont réuni tous les responsables d'associations de place, tous les grands acteurs, et il y a une entente qui est là, et qui reprend des éléments très positifs de recherche individuelle, comment dirais-je, d'éthique, de petites choses, de nombreux institutionnels, d'une manière bien coordonnée, qui est considérée comme assez lisible. Donc moi je redis un mot pour conclure, j'ai encore trop lent, c'est l'aspect pédagogique de ce qu'on doit mener là, maintenant, sur ces fonds-là. Merci beaucoup. Attention au timing. Monsieur Siganer, quelques mots, s'il vous plaît. Pour revenir sur la question, je pense qu'aujourd'hui, la notion de RSE ne peut pas se dissocier de la notion de solidarité. Et je pense que la prise en compte de ces critères RSE dans cette crise peuvent nous permettre de créer un nouveau lien de solidarité entre à la fois l'entreprise, ses salariés, l'entreprise, ses fournisseurs, l'entreprise, ses clients et également les investisseurs qui, comme le disait tout à l'heure fort justement M. Moreau, cherchent de plus en plus à donner un sens à leur investissement. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est très important de rester dans un schéma qui est un schéma dans lequel la responsabilité sociale et environnementale est au cœur du futur de ces PME qui sont, quoi qu'on en dise, plus faciles et plus manœuvrantes que les grands groupes qui bien souvent sont finalement contraints par des réglementations, des lourdeurs. Et je pense que les PME et les ETI ont un vrai rôle à jouer dans notre société pour effectivement montrer l'exemple sur cette solidarité qui va naître de l'application de ces normes de responsabilité sociale et environnementale. Merci beaucoup. Je vous demanderai, Florence Prioré, de répondre également à la troisième question et très très vite. Est-il souhaitable d'adapter la réglementation aux PME-ETI ? D'accord. Donc, bon, sur la deuxième question, sur l'aspect résoudre la crise par rapport à... En quelques mots. Oui. Avec les RSE, je dirais tout simplement, effectivement, beaucoup de PME font de la RSE, j'allais dire, sans nécessairement le savoir. Hein, je témoignerai d'avoir reçu une fois une PME en lui demandant ce qu'elle pensait des sujets extra-financiers. Et la personne m'a dit, au départ, ça n'intéressait pas du tout ni mon conseil d'administration ni mon président. Et puis quand j'ai commencé à collecter les données, on s'est aperçu qu'en fait, ça nous a permis de comparer les process entre usines et de gagner énormément en rentabilité en identifiant des sujets qui n'avaient pas été jusqu'à présent. Il y a cette crise
est un accélérateur et un multiplicateur des changements. Je pense qu'elle pose vraiment la question, non pas pour la résoudre, mais pour la traverser, c'est-à-dire en sortir vivant en tant que PME. Elle pose la question de la durabilité des business models. Et comme les choses sont bouleversées, à la fois les pratiques de travail et les relations, les attentes de la société civile et des clients, il y a là sans doute un terreau pour réfléchir sur un modèle plus durable avec un ensemble d'acteurs qui ne sont pas dans une position, j'allais dire, statique, qui sont dans une position beaucoup plus dynamique que d'ordinaire du fait de cette crise. Donc, comme toute crise, elle a aussi sa part d'opportunité. Et la RSE, c'est vraiment l'intégration des parties prenantes donc pour réfléchir à un business model durable. Alors, faut-il réglementer, je change complètement, je passe à la troisième question directement, faut-il réglementer l'information que devraient donner les PME sur la RSE? Peut-être, je vais vite, mais quand même, il faudrait rappeler que d'abord, on a des règles qui ont changé dans le domaine de l'activité d'investissement. Notamment, on a eu le règlement SRD2 applicable depuis juin 2019, qui a été transposé dans la loi Pacte, qui impose aux sociétés de gestion de portefeuille de publier leur politique d'engagement, ainsi que leur politique de vote. Nous avons un nouveau règlement disclosure dont l'entrée est prévue en mars 2021, règlement européen, qui va demander plus de transparence sur les investissements verts. Ces deux évolutions très importantes sur l'intégration des éléments non financiers dans les décisions d'investissement des grands investisseurs interfèrent en cascade sur les autres acteurs. Elles interfèrent évidemment avec les grandes sociétés cotées, mais les grandes sociétés cotées elles-mêmes doivent donc un reporting qu'elles doivent ensuite aller chercher chez leurs partenaires et notamment leurs fournisseurs qui sont les PME. On a également des nouvelles règles spécifiques aux sociétés cotées. Pour l'instant, aux grandes sociétés cotées, c'est la directive extra-financière avec la déclaration de performance extra-financière depuis 2 ans, mais la révision, on est prévu à un horizon 2023-2024 avec une extension du champ d'application assez probable du post-première consultation de la Commission européenne, et donc avec des seuils qui seraient abaissés de 500 à 250 salariés, et probablement aussi l'intégration des grandes sociétés non cotées dans l'obligation de transparence sur ces sujets. Tout ça, évidemment, cascade sur les PME, puisque pour pouvoir fournir une entreprise qui doit donner ce reporting, il faut montrer qu'on est soi-même pas contributeur de choses considérées comme non durables, enfin, qui posent des difficultés, soit environnementales ou sociétales, ou même sociales. Donc, cela conduit à ce que les PME soient d'ores et déjà aujourd'hui sollicitées pour produire de l'information extra-financière. Et sans doute, il peut être utile de donner un cadre à la publication de cette information extra-financière, un cadre évidemment proportionné à la taille des entreprises. Il faut aussi choisir ses combats, comme on le voit chaque fois qu'on évoque le sujet RSE. Il est tout à fait multiple dans ses dimensions et le cahier l'a bien montré. On ne peut pas demander à une PME d'entreprendre à la fois des actions très fortes, à la fois en matière environnementale, sociale, sociétale, lutte contre la corruption, lutte contre les cyberattaques. Donc chacun doit choisir les thématiques qui sont importantes pour son activité et pour ses parties prenantes. Mais un reporting qui serait sur un nombre limité d'enjeux significatifs aux bornes de l'activité de l'entreprise pourrait être intéressant. Cela permettrait d'avoir un vecteur commun de discussion avec l'ensemble des parties prenantes et de réconcilier aussi la communication interne vis-à-vis des salariés. Quel est le projet d'entreprise? Quelles sont ses priorités? Et comment l'entreprise s'insère dans la société? Donc cette communication interne avec la communication externe avec les différentes parties prenantes et notamment en premier lieu les clients. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Florence Bliouret. Alors là, très vite, Christian Siganer, puisque la question a quand même d'importance, et puis ensuite Jean-Pierre Moreau en un quart de mot. Pour être très rapide, je pense que tous les outils de mesure aujourd'hui qui permettent notamment aux investisseurs de pouvoir finalement avoir accès à des informations qui leur permettent aujourd'hui de faire leur jugement sont vraiment utiles. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut voir déjà ce que subit un chef d'entreprise, de PME et de TI comme règles, comme contraintes. Et c'est là où, effectivement, l'ensemble des professions du chiffre, notamment, peuvent apporter énormément pour faciliter, finalement, l'accès à cette information sans surcharger, clairement, le travail quotidien de ces patrons de PME et de TI. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup, Jean-Pierre Moreau. Vraiment un quart de mot. Je sais mal faire, et c'est vrai que c'est une réflexion fondamentale. Je sais mal faire, c'est une réflexion fondamentale sur la norme. Mais néanmoins, pour vous, peut-être pas vous répondre, madame, mais donner quelques éléments. Dans les éléments d'information extra-financière, on peut peut-être distinguer des entreprises de différents secteurs. Hein. J'ai déjà dit, c'est des financières d'une manière assez classique, dans une approche et quantitative et qualitative, peut-être calibrée et diminuée. Moi, je regarde que du côté des investisseurs, sur les 17 cases couleurs des Nations Unies, certains n'en retiennent qu'un certain nombre, expliquent pourquoi ils les retiennent, et je trouve que c'est une approche assez pertinente qui leur donne une bonne visibilité. Les gérants d'actifs ont un rôle auprès des petites et moyennes entreprises dans lesquelles ils sont investis, parce que certains sont des investisseurs de long terme et veulent le considérer. Je ne parle pas d'investisseurs qui gardent un titre à 2 ans dans leur portefeuille, des vrais investisseurs de long terme, et le rôle des experts comptables qui accompagnent aussi au quotidien les entreprises me paraît très fondamental. Un petit point, je crois qu'il faut éviter la surdensification normative. Merci un coup aussi, pardon. Merci beaucoup à tous les quatre. Une dernière peut-être intervention de Jacques Delarosière pour annoncer la dernière table ronde qui va venir sur le nouvel outil économique, le nouvel outil comptable RSE. Oui, je vous remercie, je vais être très bref. J'ai lu depuis quelques demi-heures le cahier numéro 36 et je l'ai lu avec une admiration croissante au fur et à mesure que je le lisais, parce que c'est un travail remarquable, il est très clair et à mon avis il y a l'essentiel. Alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat et je vais m'écarter de ce magnifique cahier 36, parce que je vais vous dire comment je vois le rôle de la comptabilité internationale dans la solution du problème d'un meilleur environnement climatique. Et je me bornerai à l'environnement climatique et pas aux autres aspects de la responsabilité d'une entreprise. Il me semble, et je ne suis pas le seul, que la seule manière de régler mondialement le problème climatique, c'est d'imposer une taxe carbone qui oblige, si vous voulez, les pollueurs à payer d'une manière significative leur pollution. Et s'il n'y a pas un accord mondial sur une taxe carbone suffisamment dissuasive pour pénaliser les pollueurs, à mon avis, on n'y arrivera pas à appliquer, si vous voulez, l'ensemble des mesures qui feraient qu'on stabiliserait à 2 degrés près le climat futur. Mais il y aurait une manière d'y parvenir. Et la manière d'y parvenir, c'est la comptabilité. Je vous rappelle que de grands débats ont eu lieu pendant des années pour essayer d'actualiser la valeur actuelle des liabilités, des engagements futurs sur les retraites. Et tout le monde avait dit c'est impossible. Et en fin de compte, la comptabilité y est parvenue. Et ça a changé totalement le mode de travail des caisses de retraite, des fonds de pension, etc. Et moi je pense, alors c'est une vision complètement utopiste, mais
pas complètement. Je pense que si on veut un jour éviter le désastre climatique et le fait qu'il n'y aura probablement pas de taxe carbone mondialisée et effective, il faudra appliquer la vieille règle de l'économiste Pigou qui était très simple et qui consistait à dire celui qui fait du mal à autrui et à la société, celui-là doit payer. C'est la théorie de Pigou, c'est-à-dire que c'est les pollueurs qui payent. Or aujourd'hui, si vous regardez la comptabilité des grandes sociétés, des grands groupes internationaux, alors il y a deux éléments dans leur bilan, il y a l'actif et le passif. Alors l'actif, il est très bien déterminé. C'est les usines, c'est les éléments matériels, c'est les éléments immatériels, c'est tout ce qui constitue la valeur sociale de l'actif d'une société. Mais le passif, est-ce que vous croyez qu'il est correctement évalué? La réponse c'est non, il est sous-évalué. Parce que les externalités négatives, comme disent les économistes, ne sont pas repérées dans les comptes. Alors certes, et ça c'est très bien dit dans votre cahier 36, il y a toute une série de dispositions législatives ou réglementaires qui forcent petit à petit les entreprises à raconter ce qu'elles font sur le plan de l'environnement. Mais ce n'est pas obligatoire. Et le jour où vous aurez une correspondance entre l'actif et le passif, moi on m'a toujours appris que c'était très important d'avoir l'égalité des deux côtés du bilan. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, je peux vous le dire. Et si un jour, la comptabilité a assez de muscles sur le plan international, parce qu'on ne peut pas faire ça seulement en France, on se déforcerait à l'égard de la concurrence. Mais si on était capable de faire ça, vous auriez une véritable révolution qui forcerait les entreprises à externaliser, si vous voulez, les pollutions qu'elles créera. Et alors c'est ça, je voulais vous livrer ça, c'est une vue un peu folle, mais je pense que un beau jour, c'est la comptabilité coercitive, c'est-à-dire la comptabilité obligatoire, qui pourra régler cette affaire-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques de la Rosière. Cette vision n'est absolument pas folle et nous avons deux personnes qui vont vous prouver justement qu'on peut travailler sur un outil comptable qui intègre des questions environnementales et sociales. Vous rêvez de voir l'imprimé fiscal numéro 2058 se remplir tout seul, automatiquement, de gagner du temps et de la sécurité dans la détermination du résultat fiscal, d'avoir un système permettant de détecter les divergences fiscalo-comptables et donc de ne pas oublier des réintégrations ou déductions. Vous vous dites que ce n'est malheureusement qu'un rêve et que s'il existait une solution, elle aurait déjà été trouvée depuis longtemps. Eh bien c'est faux. La comptabilité peut transformer vos rêves en réalité. Vous êtes sceptique? Ok. Le constat. Le résultat fiscal des entreprises est déterminé à partir du résultat comptable en effectuant des retraitements prenant en compte des divergences fiscalo-comptables qu'on dénombre à 240. La méthode, une véritable innovation. L'innovation propose de déterminer le résultat fiscal par la comptabilité et donc d'automatiser le 2058A. Et oui, c'est possible. Pour ce faire, il faut créer une classe de compte ad hoc, classe F par exemple, pour enregistrer les divergences existantes entre les règles comptables et les règles fiscales. Ainsi, à chaque compte comptable est associé un compte d'ajustement fiscal. On ajoute donc au socle comptable, classe 1 à 7, une classe F pour passer de la comptabilité à la fiscalité en utilisant la partie double. Les documents comptables sont alors établis à l'aide des comptes des classes 1 à 7 uniquement et les documents fiscaux à partir des comptes des classes 1 à 7 et F, sachant que chaque compte comptable et son compte d'ajustement fiscal sont alors fusionnés. Cette opération conduit à obtenir la base fiscale de chaque poste comptable. Prenons l'exemple des amendes et pénalités qui sont comptabilisées par le débit du compte 6712.
Si l'amende n'est pas déductible et doit donc être réintégrée au résultat fiscal, l'ajustement fiscal est comptabilisé au crédit du compte F 6712, amende et pénalité, ajustement fiscal. Le montant du solde créditeur du compte F 6712 constitue une réintégration à effectuer sur l'imprimé 2058A. L'imprimé fiscal numéro 2058A reste donc inchangé, mais peut ainsi être renseigné automatiquement à l'aide des comptes de la classe F. Les avantages de la méthode. Les avantages de cette innovation comptable sont majeurs et concernent tous les acteurs. Entreprises, experts comptables, fiscalistes, contrôleurs, car elle permet de gagner du temps grâce à la traçabilité des retraitements, sécuriser des retraitements fiscaux dus aux divergences fiscalo-comptables, améliorer l'information communiquée et aider à la gestion qui en découle, assurer la transparence en cas de contrôle. Elle peut par ailleurs s'appliquer à d'autres problématiques. Une méthode à dupliquer. Le principe d'isoler une opération en associant à chaque compte du plan comptable un compte d'ajustement constitue une innovation majeure qui conduit la comptabilité à revêtir un nouveau costume de super traducteur. Cette méthode pourrait ainsi faciliter le passage de n'importe quel référentiel comptable à un autre référentiel fiscal, de règles comptables nationales aux règles comptables internationales. En effet, en ajustant, par un jeu d'écriture spécifique, la valeur comptable d'une opération déterminée selon des règles comptables nationales pour obtenir sa valeur selon le référentiel IFRS, cette méthode assure simplement le passage d'un référentiel à un autre. Qui eût imaginé que la comptabilité recelait encore de telles capacités d'évolution, de telles capacités d'adaptation ? La comptabilité en partie double est une matière vivante qui n'a certainement pas fini de faire parler d'elle. Elle constitue un instrument remarquable d'évolution qui ouvre probablement encore de belles perspectives. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Académie pour son invitation. Alors, cette vidéo montre que l'utilisation d'une classe ad hoc permet de passer d'une information purement financière à une information intégrant d'autres dimensions, comme par exemple fiscale. Et ce, sans modifier l'information financière actuelle, ni les comptes annuels, sous leur forme actuelle également. Alors ceci constitue un des atouts fondamentaux de cette méthode à mon avis, car ces documents sont indispensables, notamment en matière de droit fiscal et de droit des sociétés. Il serait donc possible d'enregistrer des externalités générées par l'activité d'une entreprise sans provoquer de révolution comptable, fiscale ou juridique, tout en éditant des documents complémentaires intégrant à la fois les données comptables, les données financières et les données RSE de l'entreprise. Ces enregistrements s'effectueraient en appliquant les principes comptables, partie double et report à nouveau, assurant ainsi un suivi historique et une traçabilité quasiment parfaite. Un groupe de travail de l'Académie pourrait être constitué et travailler sur cette base-là, éventuellement, pour proposer un outil comptable permettant d'enregistrer toutes ces données. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. Marielle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet outil comptable ? Oui, tout à fait. Donc, au sujet de ce groupe de travail dont parle Laurent Diglot, nous partons de deux postulats. Si l'on veut que les opérationnels s'approprient les données environnementales et sociales dans leur pratique quotidienne, il faut donc les insérer, les intégrer directement dans leur outil de travail. Et si l'on veut étendre sur une échelle la plus large possible cette prise en considération, il faut les raccrocher aux outils les plus systématiquement utilisés et les plus répandus. Or, les données financières, pour leur part, font l'objet d'une saisie comptable systématique. Et la comptabilité étant obligatoire, il existe un système comptable dans toutes les structures. Donc, il nous est apparu totalement légitime d'adapter cet outil comptable et Jean-Michel tout à l'heure nous a dit que les ERP nous le permettaient tout à fait. Donc, d'adapter cet outil comptable si répandu pour enregistrer
à minima certaines informations sociales et environnementales qui bénéficieront, elles aussi, d'une prise en compte systématique et pérenne. Et donc, il s'agirait que certaines données sociales et environnementales suivent la même procédure comptable d'enregistrement que la donnée financière, avec un certain nombre d'atouts directement liés au principe de la comptabilisation, de la comptabilité. Et pour rappel, la procédure de saisie comptable a le mérite de conserver la mémoire de l'information. On parle d'enregistrement comptable. Quand on parle de saisie comptable, c'est un enregistrement. On garde la mémoire. Et ces valeurs sociétales bénéficieraient de certaines qualités, comme la fiabilité, la continuité, dans le sens aussi régularité de l'information et la traçabilité. Bien que ne couvrant pas toutes les thématiques, la présence de ces données dans le système comptable permettrait de rappeler l'existence d'enjeux environnementaux et humains et de relativiser les performances financières dans le sens où elles aident à informer sur certaines qualités, je dirais, voire qualifications de ces performances financières. Et il y a d'autres utilisations, comme notamment en contrôle de gestion, où ces données pourraient contribuer à l'approche de la valeur produit-service. Donc, il y a des limites et on est tout à fait au courant, c'est totalement évident que tout n'est pas mesurable, que parmi le mesurable, tout n'est pas valorisable, et que parmi les impacts, tout n'est pas non plus sous la maîtrise de l'entreprise. Mais une chose est sûre, et ça a aussi été dit tout à l'heure, que des données environnementales ou sociales peuvent être comptabilisées en marge de la comptabilité financière, et aussi qu'à l'intérieur de cette comptabilité financière, il existe, et ça a été dit aussi tout à l'heure, énormément d'informations à caractère social et environnemental qui ne sont pas mises en avant parce qu'elles restent occultées, elles ne sont pas traitées, ces informations. Donc dans le groupe de travail, il va falloir qu'on apporte des réponses, il va falloir un consensus sur le périmètre de responsabilité, définir dans quel cas précis il faudra comptabiliser et quelles données. On sait que la comptabilité n'est pas neutre, on sait qu'elle est engageante, et donc on en tiendra compte. Et puis, quels impacts sont les pertinents à retenir par rapport au cœur de métier ou par rapport au secteur. On va se poser des questions sur la valorisation à l'heure affectée. Est-ce qu'on parle de prix, de valeur tutélaire, de coût de revient? Et puis, de la date à partir de laquelle on va commencer à comptabiliser ce qu'on fait des informations antérieures à cette date. Parce qu'on imagine bien qu'on peut comptabiliser assez facilement les impacts sur les flux de la période, mais en comptabilité, il y a un bilan, et dans le bilan, il y a un historique. Donc, il va falloir prendre une position sur cet historique. Donc, clairement, il va falloir faire des choix, et ces choix devront être pris en fonction de certains objectifs, parce que, clairement, on va se demander ce que l'on veut démontrer. Est-ce que l'on veut démontrer une contribution de l'entreprise à une transition sociale, environnementale, ou les deux, un impact carbone, un impact social, un profil social. Quels indicateurs seront chiffrables et valorisables et seront accessibles dans le sens aussi répétitif, sur une période suffisamment longue pour que ces indicateurs puissent être comparés d'une période à l'autre. Parce que, troisième point, l'idée, c'est d'arriver à une action-réaction. Et donc, en ce sens, il faut que l'on puisse avoir des éléments qui soient pertinents et suffisamment utiles pour créer l'action, générer une action. Parce que mesurer pour mesurer, ça n'a pas tellement d'intérêt s'il n'y a pas cet objectif de réaction, parce qu'on n'a pas le temps de perdre du temps à mesurer des choses qui ne sont pas efficaces, qui ne conduisent pas à l'action. Donc oui, il y a une petite évidence en bas de ce slide. Ces données ne pourront être que simples et c'est pas évident d'avoir une donnée simple, accessible et forcément transparente, parce que comme il y a un consensus derrière, il faut que tout le monde ait compris.
Enfin, une utilisation élargie peut être envisagée de toutes ces informations. On sait que ces informations qui seront comptabilisées ne seront nécessairement pas exhaustives, mais elles auront le mérite d'être fiables et pérennes, et j'insiste sur la pérennité de ces informations qui ne disparaîtront pas, notamment dans des opérations de structure, des entreprises par exemple, ou lors d'une dissolution ou d'une absorption, parce que ces données comptabilisées devront être traitées, elles devront être pertinentes, et si elles sont suffisamment pertinentes, on parlait d'action-réaction, elles devront arriver jusque dans les tableaux de bord et dans le système de gestion, voire dans tout le processus décisionnel de l'entreprise. Et puis, en fait, ça a été aussi notre sujet là. L'idée, c'est quand on parle de systématiser une donnée, une information, c'est aussi de l'utiliser comme base de dialogue avec les parties prenantes, et parmi ces parties prenantes, la finance responsable notamment, les financiers, les investisseurs. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour en quelques minutes. Merci Marielle d'avoir été synthétique. Vous avez bien compris que justement, ça doit déboucher sur la création d'une nouvelle équipe, d'un nouveau groupe de travail, pour être plus clair, qui doit justement travailler sur le sujet et voir à justement mettre au point ou en place une méthode pour intégrer des notions environnementales dans la comptabilité et bien différencier également ce qui doit être comptable et éventuellement extra-comptable. Ça fera l'objet donc de la création d'un groupe de travail, et bien évidemment toute personne intéressée nous intéresse également à l'Académie. Merci beaucoup. Je laisse Alain d'Horizon nous faire une toute petite conclusion. À l'issue de ces différentes interventions, il me revient la difficile tâche de conclure. Je remercie une nouvelle fois très vivement, au nom du président Nahum et en mon nom propre, tous les intervenants et tous ceux qui ont contribué à nos travaux, ainsi qu'à ceux qui ont organisé cette réunion. Un merci tout particulièrement à Jacques Delarosière pour son puissant message de félicitations. Nos travaux contribueront, je l'espère, à développer l'investissement responsable dans cette sphère essentielle de l'économie, celle des PME-ETI. Je formule le vœu que ces travaux soient portés à la connaissance des différents acteurs de l'économie, et j'insiste, ainsi qu'aux dirigeants de notre pays. Pour autant, le travail, comme l'a dit Pierre, n'est pas terminé, car il faudra approfondir différents thèmes. C'est la raison pour laquelle, ça a été dit, un autre groupe de travail sera créé. J'invite donc toutes les personnes intéressées à se manifester auprès de la cellule permanente de l'Académie, Pierre Valencien et Marie-Amélie Calmao, qui ont joué un rôle essentiel tout au long de nos travaux. Je les remercie une nouvelle fois. La tâche est certes difficile, mais selon ma formule, on n'est grand que dans l'effort et le partage. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci à tous.